Bien, bonjour ou rebonjour à tous pour cette conférence où j'ai vraiment le plaisir d'être aux côtés de Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, vous êtes chroniqueur, essayiste, vous avez un nombre de livres déjà assez impressionnant à votre actif. Le dernier en date, Géopolitique du printemps arabe, sur lequel vous faites un retour sur les conséquences à moyen terme de ce bouleversement social et politique qui a secoué une bonne part de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient récemment. Avant de commencer sur la question des fragmentations qui sont en cours dans ce qu'on appelle le monde arabe, et vous avez donné votre définition, je voudrais juste faire un rappel pour tout le monde, pour qu'on situe une chose. Dans la partie centrale de ce monde arabe, qui est bien entendu le Proche et le Moyen-Orient, on a beaucoup parlé des accords de Sykes-Picot, et il faut bien avoir en tête que les accords de Sykes-Picot, bien entendu, ont donné lieu à des frontières qui sont aujourd'hui contestables et contestées, et c'est pas très surprenant quand on regarde quelle était la rationalité de Sykes-Picot. D'abord, qui était Sykes et Picot? Alors que Sykes, c'était un romantique qui avait fait quelques voyages au Moyen-Orient, qui avait réussi à faire croire au Foreign Office qu'il parlait turc et arabe alors qu'il n'en parlait pas un mot, et donc a été parachuté plénipotentiaire pour les négociations avec ses collègues français dans la région. Quelqu'un qui pensait que l'Orient était éternel et que finalement la civilisation ne pouvait venir que de l'extérieur. Et quant à François-Georges Picot, c'est le fils du diplomate qui a payé les pots cassés de la crise de Fashoda. Donc vous imaginez bien que les négociations étaient bien parties pour se baser sur des réalités tangibles du contexte géographique dans lequel il s'est produit. Il y avait trois autres logiques qui ont présidé à ces découpages. Le premier, pour les Britanniques, c'était d'ouvrir une voie qui permettait de relier l'Inde à la Méditerranée, notamment le port d'Haïfa. Et pour ça, il fallait sécuriser une voie de chemin de fer reliant Bassora, donc à Haïfa et à Suez. Il y avait aussi dans les deux camps l'anticipation que, après la Première Guerre mondiale, la rivalité franco-britannique dans cette région comme ailleurs allait évidemment se réactiver et que en fait les deux pays étaient structurellement des ennemis en termes d'influence. Un peu plus tard est apparu pour les Britanniques l'impératif de sécuriser des ressources pétrolières dont ils sont les premiers à comprendre l'importance pour le futur. Et puis, il y avait une considération qu'a très bien exprimé le ministre des Affaires étrangères britannique Lloyd George, qui était de dire qu'il était hors de question, de toute façon, une fois l'Empire ottoman détruit, de laisser ces territoires aux mains des sauvages et de la barbarie. Comme vous pouvez le constater, les frontières de Sykes-Picot, à aucun moment, n'ont accordé le moindre respect aux populations arabes de la région. Donc c'est pas très étonnant non plus si aujourd'hui ces frontières posent problème. C'est un doux euphémisme. Alors, je vais laisser Frédéric Ancel développer sur la déstructuration politique de cet espace, qui n'est d'ailleurs pas seulement le cadre de Sykes-Picot qui est remis en cause, mais aussi d'autres cadres politiques sous-jacents. Il en parlera mieux que moi, donc maintenant je me tais. Je lui laisse la parole. Merci Frédéric Ancel, c'est à vous. Merci beaucoup Jean-Marc pour cet excellent propos introductif. Merci aux festivaliers de m'avoir accordé l'honneur de pouvoir intervenir aujourd'hui sur une thématique qui nous tient en haleine depuis quelques années, depuis exactement 4 ans et quelques mois maintenant. En réalité depuis beaucoup plus longtemps pour les diplomates chevronnés qui s'arrachent les cheveux, à savoir, et depuis au moins Sykes-Picot, que faire, comme disait l'autre, de cette région particulière. Proche, Moyen-Orient, en commençant par l'Afrique du Nord, évidemment. Et je voudrais immédiatement introduire un propos liminaire sur ce que c'est que le monde arabe. Lorsqu'on parle du monde arabe, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une culture? Est-ce qu'on parle d'une alliance géopolitique comme l'alliance occidentale autour de l'OTAN, par exemple, alors qui n'inclut pas tout l'Occident, mais une grande partie de l'Occident? Est-ce que ce sont les zones ou les États où la langue arabe est vernaculaire, où elle est parlée et transmise de manière majoritaire? Eh bien, en 2 mots introductifs, on peut répondre à cela que le monde arabe, sur le plan géopolitique, n'a en réalité quasiment jamais vraiment existé sur le plan, avec une véritable cohérence. Au fond, la vraie cohérence du monde arabe, au sens encore une fois géopolitique du terme, ça a été le ciment fédérateur de la cause palestinienne. Ça l'a été d'ailleurs pas
tout le temps, et à mains égards de façon très hypocrite. Et depuis 4 ans, ça l'est plus. Depuis 4 ans, ça l'est plus. On a bien vu que le printemps arabe, là où il avait prévalu, s'est passé largement de la cause palestinienne, et le pauvre président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le sait parfaitement et le subit. Alors si vous n'avez plus, ou même plus, ce ciment-là, il faut en revenir à une considération, au fond, très, très juridique, internationale. La Ligue des États arabes, créée en mars 1945, bon, bah ça signifie quelque chose d'extrêmement concret. 23 membres, donc 22 États, plus l'État de Palestine, donc non reconnu comme État membre des Nations Unies, mais reconnu comme État depuis 2 ans, donc 23 États. Et ce qui est intéressant, c'est que la Ligue arabe, dès sa création, considère que les États arabes, ce sont ceux précisément dont la population parle majoritairement arabe. Vous voyez qu'on a été là, c'est extrêmement restrictif, parce que lorsque vous prenez des groupements commerciaux, économiques, ou bien évidemment militaires, donc je prenais le cas de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN tout à l'heure, on a des organismes beaucoup plus intégrés, en quelque sorte. Là, c'est resté relativement large, et ça a permis à chacun de ces États de disposer d'une marge de manœuvre très importante. Force et faiblesse. Et en l'occurrence, on va voir que c'est aujourd'hui une véritable faiblesse. J'ajoute un point, c'est qu'il y a eu plusieurs dizaines de conflits, certains ouverts et extrêmement violents, au sein même de la Ligue arabe. C'est-à-dire que depuis 1945, des États arabes se sont fait la guerre entre eux, et plus souvent qu'à leur tour. 3 parties. La première est consacrée effectivement à cette fragmentation interne. On va commencer d'abord par ce qui se passe à l'intérieur d'un certain nombre des États, de ces 23 États arabes, et c'est une véritable fragmentation. J'ai baptisé cette fragmentation dans mon ouvrage de balkanisation, parce qu'à certains égards on a affaire à une balkanisation. Ça commence en 91, la Somalie s'effondre. La Somalie, membre de la Ligue arabe, s'effondre, et l'État est failli, comme on dit en géopolitique, ou l'État est effondré. D'ailleurs, il n'a plus jamais réellement connu de véritable cohérence. Et au sein des frontières de la Somalie, officiellement toujours membre des Nations Unies et de maintes autres institutions, la Somalie sur le terrain depuis 91, en réalité, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, vous avez, faux paradoxe, l'ancienne, ou la Somalie originelle avec Mogadiscio, donc comme capitale, tenue notamment par les Shebab, qui sont des islamistes radicaux absolument fanatiques, et depuis très longtemps déjà, ils n'ont pas attendu Daesh, hein. Et vous avez le Puntland et le Somaliland au nord, qui ne sont pas reconnus par les Nations Unies, mais qui, faux paradoxe, marchent beaucoup mieux. On présente une véritable cohésion interne en termes d'instruments du pouvoir. Ça commence donc avec la Somalie, et en 2010, avec fin 2010, décembre 2010, début 2011, avec l'émergence du printemps arabe, vous avez une fragmentation, une accélération de cette fragmentation. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'aujourd'hui, l'État central libyen est failli. Alors, je ne parle pas que du pouvoir central, on est bien là pour parler aujourd'hui des frontières. Mais lorsque l'État central est failli et effondré, vous avez l'émergence immédiate, parfois d'ailleurs c'est sous le coup de ces groupes-là, vous avez une émergence immédiate de groupes infra-étatiques qui cherchent à remettre en cause les frontières. Donc ça sera l'objet de ma deuxième partie. Donc la Libye aujourd'hui est un État effondré. Ça ne veut pas dire que l'anarchie règne. L'anarchie, c'est un concept bakounien qui est tout à fait intéressant, qui n'a absolument aucun sens en matière géopolitique. Il n'y a pas de vacuité, il n'y a pas de vacances du pouvoir. Donc il y a toujours quelque chose à la place de quelque chose qui vient de s'effondrer. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais donc il n'y a pas rien aujourd'hui en Libye. Mais on ne peut pas considérer que l'État libyen qui prévalait sous le colonel Kadhafi et avant lui sous Idriss, avant 69, prévaut toujours. Ça n'existe plus. L'Irak, je ne vais pas vous apprendre que l'Irak est aujourd'hui constitué l'Irak créé par les cartographes britanniques au début des années 30, est constitué de 3 parties relativement cohérentes en termes d'instruments de pouvoir. Une grande majorité de chiites au sud autour de Bagdad, les Kurdes qui sont autonomes et en réalité de facto parfaitement indépendants, et donc l'État islamique de nature califat, je dis bien de nature et je mets ça entre guillemets, eux s'autoproclament califat, qui mord sur la Syrie orientale. Bah tiens, la Syrie. La Syrie qui proclame son indépendance en 1945, aujourd'hui, le régime politique qui tient toujours, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui tient toujours Damas et l'essentiel de l'exercice du pouvoir sur la majorité de la population et sur une part occidentale du pays, la part la plus utile.
l'échelle des 4 villes, et puis le littoral, évidemment, montagneux à la Alaouite, ben c'est encore Assad, très bien. Mais à l'est et au nord, dans une large mesure, il ne tient plus. Il ne tient plus son pays, et je ne sais pas ce qui se passera dans les prochaines années, on verra bien, mais vous voyez qu'il y a un continuum maintenant entre l'Irak, le nord et notamment, et l'ouest de l'Irak et l'est de la Syrie, qui correspond à autre chose. C'est autre chose. Et la frontière, d'ailleurs, symboliquement, mais concrètement au sol, a été abolie. Cette frontière, justement, Sykes-Picot, a été abolie, voilà, 1 an et demi un peu moins d'un an et demi, par l'État islamique, par Daesh. Le Yémen est un État effondré. Un certain nombre de frontières, d'ailleurs, ne sont pas définitivement délimitées, hein, notamment avec l'Arabie Saoudite. Et puis le Soudan. Alors, le Soudan a perdu son sud. Vous savez que depuis 2011, il y a un 194e État reconnu par les Nations Unies. C'est donc le Soudan du Sud, qui d'ailleurs a sombré lui-même dans une guerre intestine et civile épouvantable. Alors, le Sud n'était pas arabe et n'est pas musulman, mais le Nord l'est, à la fois arabe et musulman, et il a perdu donc une partie de son territoire. Donc les frontières ont été changées pour la première fois depuis très longtemps sur le continent africain. On pourra y revenir parce que c'est quelque chose de très intéressant. D'autres États aujourd'hui, au sein du monde arabe, sont menacés. Alors, je prendrai un demi-exemple qui est celui de l'Égypte. La notion de Watan, donc d'État-nation, est très important, et la centralisation du pouvoir en Égypte est déjà très ancienne, donc il y a quasiment pas de risque, me semble-t-il, de fragmentation interne, sauf que la péninsule sinaïtique qui se trouve à l'est du pays et dans laquelle se trouvent des richesses tout à fait considérables. D'abord la rente du canal de Suez, hein, c'est une rente tout à fait importante pour l'économie égyptienne. Le tourisme, enfin si tant est qu'il en reste encore un peu à Sharm el-Sheikh, c'est extrêmement compliqué. Le pétrole également, un certain nombre de tuyaux, de pipes qui y passent et qui rapportent également l'Égypte. Tout cela est menacé. Et aujourd'hui, le Sinaï est une zone grise. Aujourd'hui, ça devient une zone grise. Un petit peu à la manière de ce qui se passe au nord du Mali. Pourquoi ? Parce qu'au nord du Mali, nous avons des Touaregs. Au Sinaï, nous avons des Bédouins. Et les uns comme les autres s'estiment socialement humiliés, méprisés, délaissés par le pouvoir central, et cela depuis très longtemps. Ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait faux. Et donc, il y a un activisme à la fois crapuleux et terroriste, ou une alliance d'activités crapuleuses et terroristes qui, aujourd'hui, prévalent sur ces territoires. Deuxième point que je voudrais développer, ce sont des frontières internes. La nature, non seulement les frontières sont en train de bouger, mais la nature même de la frontière est en train de changer au sein du monde arabe. On pourra peut-être d'ailleurs envisager ce phénomène en Afrique subsaharienne dans les prochaines années. Ça peut peut-être commencer à bouger autour de Boko Haram, mais en tout cas, pour l'instant, c'est surtout le monde arabe qui fait face à cette nouveauté. La nature de la frontière. La frontière de Sykes-Picot est une frontière d'État-nation à l'européenne. Je vous dis à l'européenne, ça peut exister ailleurs, mais la Chine, par exemple, est un très ancien État. L'Éthiopie est un très ancien État qui a sans doute créé la nation, comme l'État français a créé la nation française, comme vous le savez. Bon, pareil pour l'Angleterre. Nous avons là quelque chose de nouveau parce que la nature étatique de ces limites territoriales, la nature administrative d'origine européenne de ces limites, elle est contestée. Et aujourd'hui, prenez le cas de la Libye, prenez le cas du Yémen, prenez le cas donc de l'Irak, eh bien, la frontière, on ne l'abolit pas, on n'abolit pas le concept de la frontière, c'est un concept très philosophique au fond, pas du tout, mais on en fait quelque chose d'autre. La frontière est celle qui marque le début ou la fin de sa territorialité, mais de sa propre territorialité en tant que quoi ? En tant que clan, en tant que tribu, voire en tant que groupe religieux, beaucoup plus qu'en tant que nation. Et la remise en cause de cette notion de nation et en l'occurrence d'État-nation très européenne, ça c'est ce qui fonde aujourd'hui l'une des caractéristiques du printemps arabe et au-delà. Alors ça ne concerne pas que le monde arabe. Ce matin on évoquait sur RFI la ligne du rang qui sépare de manière évidemment totalement impériale et artificielle l'Afghanistan du Pakistan, coupant la territorialité pachtoune en deux. Bref, bon, tout ça évidemment a été fait exprès, divisé pour mieux régner. Je ne vais pas vous apprendre ici que le monde de la géopolitique n'est pas toujours celui des bisounours. Bon, très bien. Mais cela dit, on va avoir affaire, non pas, encore une fois, à rien ou à l'abolition des frontières, mais la nature de la frontière va changer. À l'extérieur du clan ou de la tribu, nous allons établir une frontière qui d'ailleurs ne sera pas nécessairement toujours marquée au sol avec des postes frontières et la nécessité de montrer un passeport. Une frontière, ça peut prendre énormément de visages différents, comme vous le savez. Mais ça, c'est quelque chose qui me paraît d'autant plus important que nous avons affaire à la multiplication des activités, non seulement criminelles, mais crapuleuses.
Vous savez, en général, lorsque l'État central s'effondre, ce sont les seigneurs de la guerre qui tiennent le haut du pavé. Hein. Alors, seigneurs de la guerre, il y a quelque chose d'un petit peu digne et combattant là-dedans. En réalité, en général, ce sont des chefs criminels au dernier degré. Et lorsqu'ils commencent à faire du business en même temps, ils s'entendent très bien avec des terroristes qui, eux, sont des idéologues ou qui ne négligent pas en général le nerf de la guerre, mais enfin, qui ont d'abord pour priorité l'idéologie, on le voit bien avec Daesh, mais qui acceptent aussi de faire du business avec des gens qui, eux, sont prioritairement intéressés par ce business. Donc la nature des frontières est en train de changer là où le clanisme et le tribalisme revient en force. C'est notamment vrai dans un pays comme le Yémen, c'est vrai dans un pays comme la Libye. Troisième point, les frontières extérieures. Les frontières extérieures du monde arabe sont absolument brûlantes. Elles sont brûlantes. Elles sont, ces frontières, tout sauf apaisées. Elles l'ont été pour la plupart au cours des années 60, 70, encore 80. Aujourd'hui, où que vous vous trouviez à la limite extérieure du monde arabe, hein, donc de l'Irak à l'extrême est, à la Mauritanie à l'extrême ouest et de la Syrie au Yémen, vous trouvez de véritables brûlures, c'est-à-dire des conflits, et des conflits notamment avec d'autres puissances, ou alors des brûlures liées à la porosité, à la faiblesse de ces frontières. Lorsque vous prenez le cas donc de l'extrême est avec l'Irak, l'extrême est du monde arabe aujourd'hui se trouve en conflit ou en conflictualité avec une nation émergente qui d'ailleurs dont la conscience nationale est elle-même émergente, hein, que sont les Kurdes, qui est celle des Kurdes. Bien. On l'a vu à Kobané en Syrie avec l'échec de Daesh il y a quelques semaines de cela. On le voit aujourd'hui avec, je le disais, le Kurdistan de facto indépendant à l'est, au nord-est de l'Irak. Et puis vous avez l'Iran. Et l'Iran, à l'est de l'Irak, qui joue une politique pan-chiite, parfaitement d'ailleurs compréhensible, enfin je vais pas la qualifier, mais elle mord évidemment sur le monde arabe. C'est-à-dire qu'un certain nombre de minorités chiites au sein du monde arabe sont instrumentalisées par la grande puissance tutélaire chiite qu'est la Perse ou l'Iran aujourd'hui. Oui, mais par conséquent, vous avez bien là une montée de conflictualité, parfois une montée aux extrêmes, entre des communautés chiites et sunnites, mais au sein de ce monde arabe. Tout le monde est arabe. Oui, mais certains sont chiites, d'autres sont sunnites. Et heureusement, mon Dieu, heureusement, on ne peut pas demander à un échantillon in vivo de guerre sur le terrain façon 80-88 entre l'Iran et l'Irak pour savoir quelle est la représentation dominante aujourd'hui chez les chiites irakiens par exemple. Est-ce qu'ils se sentent d'abord chiites, est-ce qu'ils se sentent d'abord sunnites, hein, les représentations, concept de mon maître Yves Lacoste qui est plus que jamais opérant aujourd'hui dans la région. Tout ça pour vous dire que à l'est, mais également au sud du monde arabe avec le Sahel, qui est aujourd'hui l'un des théâtres d'opération des islamistes radicaux. Je pense évidemment au Mali, mais avec des attentats monstres qui ont eu lieu encore quelques mois dans le sud algérien. Nous avons, et puis avec l'effondrement de la Libye ces dernières années, nous avons une porosité qui est extrêmement conflictuelle. Hein. Et c'est vrai sur la quasi-totalité du pourtour du monde arabe, c'est vrai aussi du point de vue des seules véritables puissances militaires, technologiques et industrielles de cette région au sens large du terme, hein, dans toute l'Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient, dont aucune n'est arabe. Il y a 3 vraies puissances qui disposent de la plupart des outils, des instruments, des capacités de la puissance géopolitique dans cette région. Aucune n'est arabe. Aucune. J'ai nommé l'Iran, j'ai nommé la Turquie, j'ai nommé Israël. Et ça renvoie à ce que le très regretté, là vraiment qui nous manque en ce moment, hein, Abdelwahab Medeb appelait, qui est parti prématurément cet automne, ce que Abdelwahab Medeb appelait la culture du ressentiment. Vous avez là aujourd'hui dans le monde arabe une véritable culture du ressentiment, d'où d'ailleurs un complotisme ou un conspirationnisme très fort. Pas chez tout le monde, mais chez des groupes ou des individus qui considèrent que décidément, après des années ou des décennies d'indépendance, qui aurait dû en principe mener vers des horizons meilleurs, c'est vrai sur le plan social, c'est vrai sur le plan politique, après des siècles de domination à la fois turque-ottomane, on l'oublie un peu trop souvent, mais également européenne, eh bien, le monde arabe, et notamment avec ce printemps arabe, devrait ou aurait dû enfin émerger. Sur le plan géopolitique, c'est le contraire qui est en train de se produire. C'est l'inverse
qui est en train de se produire. D'où cette culture le renforcement de cette culture du ressentiment, consistant à dire non mais c'est pas possible. Là, il y a manifestement, au regard de nos difficultés à nous autres, au sein de chacune des sociétés arabes ou de chacun des États arabes, à émerger, il y a nécessairement la main. Alors après, vous trouvez l'Occident, les Américains, les Perses, donc les Turcs éventuellement, les Israéliens, les francs-maçons, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est lié notamment à la difficulté de disposer enfin de frontières, on y revient, qui sont à la fois considérées comme protectrices et qui sont surtout valorisantes, c'est-à-dire pas d'origine européenne. Et je voudrais conclure mon propos sur ces deux points qui me semblent très fondamentaux. Pourquoi les islamistes radicaux, dès lors qu'une urne a été posée, divine surprise, comme aurait dit l'autre, dans le cadre du printemps arabe, pourquoi les islamistes sont sortis quasi systématiquement vainqueurs? Ils ont été chassés ici et là, enfin par les armes. Mais l'urne menait les islamistes au pouvoir. On peut en discuter pendant très longtemps. Il y a plusieurs facteurs explicatifs. J'en ai décelé pour l'essentiel deux groupes de facteurs, le social et le politique. Mais parmi le politique, il y a notamment ces frontières. Puisque les frontières nous ont été imposées, elles ont été manigancées d'une façon épouvantable, notamment pour nous diviser nos autres Arabes. C'est ce que beaucoup de leaders arabes pensent, et puis ça ne date pas d'hier ce que je vous dis, hein, ça c'est le parti basse, on faisait déjà des gorges chaudes dès sa création dans les années 40, bon, avec d'autres partis depuis, évidemment. Eh bien, nous allons, nous autres Arabes, alors très majoritairement musulmans aujourd'hui, nous allons revenir aux origines, à ce que nous avons créé, pas ce que nous avons importé des Turcs, le système du Millet ou les frontières nationales, étatiques des Européens. Nous allons recréer l'Umma. En arabe, c'est la maman, la mère. L'Umma, c'est un concept à la fois théologique, social, politique, correspondant à l'ensemble de la communauté des croyants. Alors, par définition, ce n'est pas réellement une frontière, ou plus exactement c'est une frontière qui par définition doit avancer en permanence. Il ne doit pas y avoir au sein de l'Umma du 1er siècle de l'Hégire, après l'itinéraire du prophète, il ne doit pas y avoir de frontière au sein des sociétés musulmanes. Établir, lorsqu'un chef d'État, un chef de groupe musulman établit une frontière au sol entre des musulmans, il fait un péché, c'est haram, c'est un péché extraordinairement grave, très très grave. Et l'une des raisons pour lesquelles le président Anwar el-Sadat a été abattu en 81, pas seulement qu'il ait fait la paix avec Israël, c'est qu'on lui reprochait, comme d'ailleurs à son prédécesseur Nasser, il y a beaucoup d'autres qui ont échappé à des attentats islamistes et certains n'y ont pas échappé, de maintenir ou de créer des frontières au sein de cette Ummah. Et si vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi les campagnes électorales alors c'était vrai notamment pour les groupes salafistes, mais pas seulement, et les Ikhwan, les frères musulmans, en faisaient aussi des gorges chaudes dans les campagnes électorales, et on le retrouve encore aujourd'hui en permanence dans la rue. Dans la rue, on a moins le droit en ce moment de faire de la politique dans ces pays-là, mais et dans les mosquées. On a réattribué une valeur intrinsèque, c'est-à-dire arabe et musulmane, à cette notion d'Umma, donc de frontières, mais englobant l'ensemble des musulmans et ne les divisant pas. Dernier point, et je conclurai, je suis de ceux qui considèrent qu'en dépit de ces difficultés, encore une fois à la fois sociales, politiques, en dépit de la remise en cause d'un certain nombre de frontières ou du changement de nature aujourd'hui très très chaotique dans pas mal de pays arabes de ces frontières, je pense que la notion même de printemps arabe doit encore porter espérance. Je ne suis pas convaincu que nous soyons, nous autres, alors je ne suis pas français, européens, occidentaux, ou démocrates de façon générale, je m'en fiche complètement, que nous soyons suffisamment malins et que nous ayons un bilan aussi extraordinaire, notamment en France, après notre révolution glorieuse de 89, pour pouvoir aujourd'hui donner des leçons aux Arabes. Combien de décennies a-t-il fallu, après d'ailleurs un siècle et demi de philosophes,
en France? Combien a-t-il fallu de décennies pour qu'enfin la République issue de la Révolution soit à peu près, enfin se maintienne et soit apaisée, et encore lorsque les Allemands ne nous envahissent pas. Bon, vous voyez, on est quand même assez, je crois, on est parfois quand même assez outrecuidant, et entendre des discours consistant à dire, bah au fond, les Arabes, c'est vraiment pas des malins parce qu'au bout de 4 ans, ils ont fait une révolution, ils sont même pas capables de 4 ans, si vous voulez. Après 4 ans après 89, c'est 93, 94, c'est pas très joli, hein. Et je vous épargne parce qu'il n'y a que des gens cultivés ici les différentes confiscations de la révolution tout au long du 19e. Donc laissons du temps au temps. Nous avons là un monde en pleine gestation qui connaît des bouleversements absolument majeurs. C'est vrai sur le plan politique et dont frontalier, mais c'est vrai aussi sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Que sera l'islam du 22e siècle? Sera-t-il celui du 19e ou celui au contraire des premiers temps du 9e? Moi, j'en sais strictement rien. L'islam, c'est exactement ce qu'en font les musulmans, et on verra bien ce qu'en feront les musulmans eux-mêmes. Mais laissons de grâce du temps au temps à ce printemps qui, et j'en finis, nous renvoie malgré tout à quelque chose d'historiquement tout à fait daté et très intéressant, me semble-t-il, au printemps des peuples. Le printemps des peuples européens de 1848, où pour des raisons sociales et politiques, selon les capitales, presque toutes les sociétés européennes avaient été touchées par ce mouvement, mais exclusivement les sociétés européennes. Le printemps arabe de 2010, 2011, 2012 a touché presque toutes les sociétés arabes, mais exclusivement les sociétés arabes. Je vous remercie. Merci. Toujours autant d'énergie. Avant de donner la parole au public, il y a déjà une question qui va surgir de l'autre côté, là-bas en premier. Moi, j'en aurais une quand même pour lancer un peu le débat. Pour revenir sur la question des printemps arabes. On a parlé de ressentiment, on a parlé de sentiment de revanche, on a parlé, ou sous-entendu en tout cas, l'échec des nationalismes arabes, ou même des expériences kémalistes transposées dans le monde arabe d'une certaine manière. Les révolutions arabes disons conjuguées dans le temps avec un certain nombre d'échecs des puissances occidentales dans la région, n'a-t-elle pas aussi joué en tant que suggestion qu'il y avait une opportunité de restaurer la dignité politique du monde arabe dans cette région, et n'a-t-elle pas contribué à la suractivation, en quelque sorte, de la contestation de l'ordre impérial occidental dans cette région? Je ne sais pas si j'ai pas fait trop de périphrases dans ma question quand même. Je vais en faire de mes réponses. Il y a manifestement un retrait de tout ou partie, plutôt d'une partie, de la puissance avec un P majuscule occidentale dans cette région, parce que nous sommes désargentés, parce que on considérait ces dernières années, en tout cas avant l'émergence du printemps arabe, que c'était sans doute stratégiquement moins important d'y investir à la fois éventuellement des troupes, enfin des bases, et puis éventuellement du business. Et là, nous sommes rattrapés par la patrouille, par la patrouille hegelienne. Hegel disait il n'y a pas de dimanche dans l'histoire des hommes. La fin de l'histoire et toutes ces âneries. Ça, alors pour le coup, je pense qu'on en est vraiment sorti. On est vraiment lundi matin là. C'est bon. Donc et notamment en Méditerranée et au Proche et au Moyen-Orient. Alors oui, de ce point de vue-là, il y a eu peut-être, sans doute même, un encouragement. Simplement, j'inverserai le postulat. Est-ce que les Occidentaux, ça c'est quelque chose que j'ai entendu vraiment très très souvent depuis 4 ans, est-ce que les Occidentaux n'auraient pas dû ou n'auraient pas dû, selon les questions qui me sont posées, est-ce qu'ils n'auraient pas dû ou n'auraient pas pu préserver ou sauver les potentats arabes qui ont chuté, il y en a 4 qui ont chuté d'un coup, en quelques mois, début 2011, parce que décidément, voilà, maintenant c'est pire. Et on a eu finalement un automne ou un hiver islamiste. Et ce à quoi alors ça c'est très contestable, ça prête à débat. Moi je considère, en amont de toute autre considération, qu'une dictature c'est extrêmement négatif, parce qu'en réalité elle crée elle-même le terreau de la radicalisation. Alors après elle est islamiste, elle n'est pas islamiste. Un dictateur en soi, a priori, c'est pas parce qu'il est dictateur, il faut discuter avec tout le monde, ou presque tout le monde, mais enfin... oui, mais il faut bien savoir que parce que la répression existe, il y a radicalisation et qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça va sauter. Et en général, ça saute de façon extrêmement violente. Bon, voilà. Après, on peut toujours discuter. Ce qui est en matière de stabilité, oui, bien sûr. Oui, Ben Ali, Moubarak, oui, Kadhafi faisait vaguement le job. Oui, ça, bien sûr. Est-ce que c'était pas une stabilité pervertie? Mais ça, on peut toujours y revenir. Mais est-ce que l'Occident aurait pu faire quelque chose? Moi, j'affirme que non. J'affirme que non. Nous avons encore les moyens, via nos services de renseignement, du moins je l'espère,
Il me fait engueuler. Là, j'espère. Nous avons encore la capacité, peut-être, de fragiliser la santé de quelques ingénieurs nucléaires iraniens. Bon, ici et là, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien, je pense, je le crois, j'espère. Bon, vous voyez, mais je n'ai rien contre les Iraniens, ça peut être contre tel ou tel leader extraordinairement violent, bon, qu'on aiderait à propulser dans un monde meilleur, fait de 72 vierges permanentes, après tout, il le veut, il le désire. Ça, on est capable de le faire. Mais de s'opposer à une lame de fond sociale, sociétale, spirituelle, qui a pris son essor au moins en 1928 avec la création des frères musulmans en Égypte, et on peut peut-être remonter à Ibn Abd al-Wahhab au XVIIIe siècle, alors là, on ne peut pas. On ne peut pas. On aurait défendu quelques jours, quelques semaines Moubarak en faisant quoi? En envoyant des parachutistes façon Guy Mollet? Oh bah oui, bah bravo. Bah alors là, je veux dire que la question impérialisme, bonjour. Non mais vous voyez, ça vous fait marrer parce que c'est pas imaginable. Ben Ali, on ne pouvait pas le soutenir. Et j'ajoute un point très rapidement, mais je déborde un peu sur la question. Au fond, en Égypte, c'est bien l'armée qui s'entend passer le vent du boulet de ses propres prébendes et de ses propres intérêts économiques et commerciaux dans le pays, et Dieu sait s'ils sont importants, et Dieu sait cette armée souhaite de la stabilité pour pouvoir continuer à en croquer. C'est cette armée qui, au bout d'un moment, a dégagé son propre fusible. Alors après, bon, je sais pas, peut-être qu'Obama était dans je sais pas, dans un dogme non interventionniste, proportionnellement inverse au dogme de son prédécesseur halluciné qui, lui, voulait intervenir partout. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis convaincu que l'Occident, dans un cas comme dans l'autre, ne pouvait rien faire d'autre que d'essayer, je dis bien essayer, de limiter les dégâts et de réassurer de la stabilité avec notamment de l'aide. Bon, à des régimes qui ne seraient pas trop épouvantables. Vous voyez, vraiment, j'emploie beaucoup, je suis très prudent parce que réellement, je pense pas qu'on pouvait, ni peut-être même qu'on devait faire davantage. Après tout, c'est le destin arabe qui se joue, c'est pas le destin occidental. Mmh. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, effectivement, vous dites de laisser le temps au temps, mais cependant, il y a quand même quelques petites urgences à moyen, à court terme à traiter. Et ce monde que vous parlez, l'Oumma, mais il y a quand même une hétérogénéité importante malgré cette notion d'Oumma. Ne serait-ce que de conceptions spirituelles différentes, à l'instar du christianisme avec l'orthodoxie, catholicisme, protestantisme. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. Ou tout simplement les intérêts de chacun, je veux dire pragmatiquement, prévalent parfois certaines directions à donner. Et donc, comment vous voyez quand même à moyen terme pour que cette Oumma, comme vous dites, essaye de se mettre d'accord et que ça fasse mentir la vieille boutade qui disait que les Arabes se sont mis d'accord sur une chose, c'est de ne jamais se mettre d'accord. Et voilà. Et comment voilà. Et Poutine aussi disait, par exemple, je crois, c'est quoi qu'il prononçait la phrase, celui qui regrette l'Union soviétique. Non, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui veut y revenir n'a pas de tête. Donc, avec tout ça, comment voulez-vous qu'on sorte par le haut? Regardez, aujourd'hui, en France, et notamment dans les milieux universitaires que je fréquente, au Quai d'Orsay également, la politique arabe de la France, fondamentalement, ça n'existe plus. Non pas qu'il n'y ait pas une politique avec chacun des 23 États arabes, ou ce qui reste de certains d'entre eux comme la Somalie, mais le modèle gaulliste ou gaulo-mitterrandien de l'époque, aujourd'hui, n'existe plus. Et on fonctionne en bilatéral. Pour la raison que vous avez très bien dite. Prenez le cas qui nous concerne directement, nous autres, la France, parce que c'est en face, et parce que nous avons beaucoup de ressortissants d'origine marocaine et algérienne. Entre le Maroc et l'Algérie, c'est pas la guerre ouverte, mais c'est une guerre froide qui est extraordinairement dure sur le plan de la lutte d'influence et à tout point de vue. Influence technologique, politique, bien sûr, religieuse d'ailleurs, également, institutionnelle avec des régimes de nature différente, etc. Et ça, je peux vous multiplier les exemples. Donc on a, oui, des intérêts qui, depuis les années 50-60, ont d'abord été des intérêts nationaux, c'est vrai, ça c'est sur le plan politique, et sur le plan religieux, vous avez tout à fait raison aussi, il y a plusieurs écoles de jurisconsulte dans l'islam, on s'entend pas entre soi, les wahhabites saoudiens sont détestés par tous les autres, et ô combien on peut les comprendre tous les autres, et le Qatar joue systématiquement la politique du pire. Bon, mais ça c'est comme tous les confettis hargneux qui savent très bien ne pas pouvoir atteindre le hard power, donc ils jouent le soft power à coup de milliards. Donc on est bien là sur une multirivalité, et cette Oumma, en réalité, aujourd'hui, c'est un concept fantasmé. Aujourd'hui, les islamistes radicaux ont réussi à vendre du rêve
pendant les élections de 2012 et 2013 à des gens qui ressentent ces cultures du ressentiment, qui sont dans le ressentiment, pour des raisons qu'on a vues tout à l'heure. Donc moi, je ne crois absolument pas à l'émergence d'un monde arabe uni tel que le congrès de Damas en 1920 déjà l'avait évoqué, ou tel que la Ligue arabe en 1945 a tenté de le faire pour faire pièce aux vieux empires conservateurs français et britanniques, et peut-être même à la Turquie qui souhaitait revenir. Donc malheureusement, si on est un nationaliste arabe, si on est un assyrien en quelque sorte, aujourd'hui, on est dans la désespérance. Dernier point, regardez, c'est vachement intéressant. Le printemps arabe a concerné chacune des, ou presque, des sociétés arabes. Mais avez-vous lu, entendu, vécu des slogans pan-arabes à l'époque? Pas du tout. Chacun a manifesté pour la dignité ou en criant dégage, mais pour sa propre société. Ce qui d'ailleurs dénote une vraie maturité dans chacune des sociétés arabes. Mais ce qui dénote aussi que le fantôme de Nasser ne plane pas. Il n'y a pas aujourd'hui, je l'affirme, de conscience politique ou géopolitique pan-arabe dans cette région. Monsieur, et ensuite Madame au centre. Et pendant ce temps, si vous voulez faire passer le micro... Merci. Moi, je pense que ce qui s'est passé dans le monde arabe en 2010 et 2011, c'était pas un printemps. C'était plutôt un automne. Et dans l'automne, ce sont les feuilles des arbres qui tombent. On a vu les dictateurs qui chutent dans cet automne. Après vient l'hiver. Là, on est en plein hiver, avec la montée de l'extrémisme, avec la montée de la répression des dictateurs dans le monde arabe. On est en plein hiver, en pleine souffrance. Après l'hiver viendra le printemps. Et donc, je vous remercie pour votre message et votre conclusion optimiste vers la fin. Et moi, je suis confiant que, en fin du compte, c'est la volonté des jeunes qui va gagner. Mais la question, c'est pas est-ce que c'est oui ou non, mais c'est quand. Et c'est ça la question que je vous pose. Quand vous pensez... Ils sont prêts, vos parachutistes, Frédéric? C'est un processus, Edgar Morin le dit, c'est un processus de changement, d'autoconstruction et d'autodestruction qui va nous donner un changement dans le monde arabe. Avec la Révolution française, ça prenait beaucoup de temps, des siècles, des dizaines d'années. La question, c'est quand? Pour le monde arabe, quand vous pensez qu'on arrivera à ce changement et à la démocratie dans le monde arabe? Merci. Je ne vous remercie pas pour la question. Alors, n'étant ni météorologue ni devin, je vais quand même essayer de vous répondre. De toute façon, on n'est pas parti à court terme pour que le courage exceptionnel de ces dizaines ou de ces centaines de milliers de jeunes gens, 2010, 2011 et encore d'ailleurs 2012, d'ailleurs dans certaines mesures encore aujourd'hui, qui offrent leur poitrine aux balles des soldats ou des tortionnaires, ce qui en général fait encore plus souffrir, avant de tomber sous les balles, ces dizaines, ces centaines de milliers de jeunes, à court terme, me semble-t-il, je suis de nature optimiste, ne vont pas voir leurs rêves se réaliser. On voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de nationalistes au sein du monde arabe, on évoquait l'Égypte tout à l'heure, c'est l'exemple paradigmatique, ont profité de l'émergence et de la crainte suscitée par l'émergence des frères musulmans ou d'ailleurs d'autres groupes ou des djihadistes, on va dire encore moins pragmatiques, on va dire ça comme ça, pour remettre le boisseau. On le voit bien aujourd'hui en Égypte. Et Al-Sisi joue sur du velours, pardonnez-moi l'expression, en disant voilà, oui c'est vrai, je suis un petit peu sévère, je les mets en prison, je les condamne à mort, j'envoie mes troupes. Que préférez-vous? S'adresse-t-il à sa propre population et à nous autres occidentaux? Que préférez-vous? Évidemment, nous, on est un peu gênés, on regarde ailleurs, on se racle la gorge en disant écoutez, c'est votre après tout, notre destin, faites en sorte quand même qu'on n'ait pas des vagues d'immigration non désirées, qu'il n'y ait pas trop de terrorisme, et puis on vous aidera, quelle que soit la nature de votre régime. Mais oui, mais c'est ça. Seulement, entre nous soit dit, on était prêt à le faire avec Morsi. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, l'autoritarisme n'est pas mort. L'autoritarisme n'est pas mort. On change simplement on a changé de nature en quelques années. Mais encore une fois, la confiscation de la Révolution française par un certain nombre de gens qui étaient des autocrates, en réalité, a fini, mon Dieu, rien n'est jamais déjà acquis définitivement, on le voit en ce moment, mais la République, aujourd'hui, elle est solide, elle est installée. Mais pour combien de temps? Rien n'est jamais absolu ici-bas. En revanche, il faut que ce soit pérenne. C'est pas encore tout de suite, pour cette raison-là, parce que les islamistes n'ont pas proposé autre chose que des réformettes concernant le voile. Seulement le voile, ça ne se mange pas.
Ça ne se mange pas. Avec la moitié de la population égyptienne qui vit avec moins de 2 dollars par jour, il n'est pas évident que Morsi soit fait dégager, selon le terme approprié, et qu'au fond, Morsi ait joué là encore sur du velours en accédant aux desiderata d'une grande partie de la population. En échange de quoi, il remet le boisseau, puis il est frais comme un gardon. Je veux dire que là, on en a pour un bout de temps, je pense, malheureusement, dans ces états-là. Pareil, évidemment, sous Assad, etc. Mais, il y a eu une pierre blanche. 2010-2011, c'est marqué d'une pierre blanche. Il faut bien un commencement. C'était un précédent, ça a été un précédent. On avait connu dans le monde arabe en 84, 88 des émeutes de la faim. Au bout de 15 jours, une semaine, 15 jours, 500, 600, 700 gamins étaient fauchés à la mitrailleuse, on remontait un petit peu le prix, on baissait un petit peu le prix du pain, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, c'est différent. Ce qui s'est passé est différent et contraint les nouveaux pouvoirs, qu'ils soient d'ailleurs nationalistes ou islamisants, à tenir compte de ça. Ils sont tombés une fois, ils peuvent tomber une deuxième fois. Souvenez-vous de ces gens, de ces réalistes ou prétendus ultra-réalistes qui considéraient qu'au fond, dans le monde arabe, on aimait bien l'autorité. Après tout, soyons pas impérialistes, chacun fait ce qu'il veut, nous on préfère la démocratie, mais l'autorité c'est bon pour les Arabes. J'ai horreur de ce genre de discours. On est là sur du relativisme culturel qui, me semble-t-il, confine au racisme. Aujourd'hui, on voit à l'œuvre, en quelque sorte, de façon sans doute souterraine, parce que ça a déjà existé, une peur sourde chez des autocrates qui savent que puisque ça s'est produit une fois, ça peut parfaitement se reproduire, notamment si, sur le plan social, l'impéritie des pouvoirs en place continue à prévaloir. Parce que n'oublions pas que le social joue, parfois prévaut. Nous, en France, on est 66 millions de politologues. Ça, on connaît parfaitement tous les partis politiques. Ouais, le social, 2 dollars par jour pour vivre. Celui qui vous propose le mieux et de la façon la plus populiste possible à manger pour vos gamins et à vous soigner et à les scolariser gratos avec un repas chaud par jour, vous n'allez pas voter pour eux, quel que soit leur fantasme d'Oumma et de wahhabisme. Vous en foutez. Vous allez voter pour eux parce que les autres, les dictateurs nationalistes, soi-disant laïcs, pendant 40 ans, n'ont rien fait du tout. C'est ça la vérité. Madame. Oui, vous avez peut-être déjà en partie répondu à ma question, parce que moi je m'interroge sur les grilles de lecture qu'on nous propose, notamment dans la presse. Vous parlez d'Oumma. Alors Oumma, est-ce que ça inclut les chiites ou est-ce que c'est un concept uniquement sunnite? Ensuite, concernant particulièrement l'Irak, j'ai lu que, en fait, peut-être dans Diplomatie ou dans la revue Moyen-Orient, je ne sais plus, que les Américains, ou l'intervention de la coalition depuis 2003, était peut-être à l'origine de cette subdivision entre Kurdes sunnites, Arabes sunnites et Arabes chiites, et que peut-être la réalité n'était pas aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'on nous donne pas ça parce que finalement c'est toujours pratique de reconnaître des subdivisions, pseudo-culturelles, ethniques, religieuses, ou est-ce que la réalité n'est pas plus complexe? Mais en fait, vous avez en partie répondu déjà. Sur 2003, en principe, l'Oumma concerne l'ensemble des musulmans. Le problème, c'est que là, si vous voulez, la scénographie d'une part et l'interprétation de la descendance politique du prophète d'autre part distinguent les chiites des sunnites. Mais on a vu quantité de situations où en réalité ça ne prévale pas. Ce clivage-là ne prévalait pas. Aujourd'hui, il y a une instrumentalisation du religieux au profit du politique au Moyen-Orient, notamment par des fanatiques comme Daesh. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur 2003, je vous le dis en une phrase, et je sais que ce que je vais dire va pouvoir peut-être un peu irriter. Enfin, on est un peu là pour discuter aussi. Moi, j'étais contre. Je l'ai dit publiquement. Cette guerre, elle était mal préparée, elle était foireuse, c'était très bien, d'accord. Mais enfin, quand même, je veux dire, les Kurdes. Pourquoi les Kurdes de toute éternité devaient être inclus dans un État forgé par les Britanniques de manière artificielle au sein et sous le boisseau d'un État majoritairement arabe. Ils n'en veulent pas. Ils se présentent ils se vivent, alors pour le coup, d'abord comme Kurdes. Ils sont majoritairement sunnites, mais peu importe. Ils se vivent comme Kurdes. Mais ils ont souffert le martyre sous Saddam Hussein. Ils n'ont pas encore une fois, de toute éternité ou de droit suprême ou souverain ou divin, l'obligation de rester dans ce... Alors, évidemment, ils ont été libérés. Eux se sentent libérés par la coalition anglo-américaine et tous leurs alliés. Les chiites, la majorité chiite irakienne aujourd'hui préfère être dominée par
des chiites, c'est pas des gouvernants, c'est pas ni De Gaulle ni Churchill les types. Hein. Enfin bon, ils préfèrent être dominés par des chiites que par la minorité sunnite façon Saddam Hussein, qui là aussi les a martyrisés, notamment en 91. Eh bien, quand vous faites le calcul, il n'y a qu'un peu moins de 20% de la population irakienne qui considère que décidément, elle a perdu avec la guerre anglo-américaine de 2003. Alors qui suis-je moi, français, qui encore une fois était contre cette guerre parce que c'était mal préparé et puis on n'avait pas à intervenir là-bas, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Très bien, mais qui suis-je moi maintenant pour dire aux Anglais, aux Américains et à leurs 44 alliés, entre parenthèses, hein, nous on était minoritaires, hein, je vais juste le rappeler quand même, hein, et notamment on est pratiquement les seuls démocrates à pas y aller avec les Allemands et les Belges, bon, donc bref avec les Allemands, donc si vous voulez, et qui font pas la guerre, ben oui mais c'est comme ça. Donc en 2003 les Américains n'ont rien inventé, je dirais plutôt qu'ils ont cassé une espèce de gang, où ils ont crevé une gang, où ils ont cassé une espèce de coque artificielle. Parce qu'au fond, les Kurdes, depuis la guerre de 91, et là pour le coup de droit international, bon, la guerre de libération du Koweït, quoi, toujours par le même Saddam Hussein qui avait un CV, bon, eh ben les Kurdes étaient déjà largement autonomisés, et les chiites étaient révoltés déjà contre. Vous voyez, donc je pense qu'il faut revenir plutôt à l'impérialisme britannique des années 30 à la limite, des années 20, et franco-britannique des années 20 et 30, et revenir aussi quand même, pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, notamment l'émergence de Daesh, de revenir, parce qu'il faut le faire, à la généalogie déjà très longue dans l'histoire, les temps longs de Fernand Braudel, la généalogie extrêmement longue de l'islamisme radical qui remonte aux contemporains de Charlemagne, 9e siècle, la première fois que on surqualifie qu'on surinterprète, excusez-moi, un certain nombre de versets de plusieurs sourates de façon extraordinairement rigoriste, ossifiée, violente, antichrétienne, anti-juive, etc. C'est Ibn Hanbal, qui est le créateur de l'une des 4 écoles de jurisconsulte, et j'entre pas dans les détails. Il vit au 9e siècle, le bonhomme, et Ibn Taymiyyah au 14e, c'est le disciple de qui de ce type-là, et Abdel Wahhab au 18e est le disciple de qui de ce Ibn Taymiyyah, et aujourd'hui, les salafistes, alors pas tous, mais une grande partie, notamment l'Arabie saoudite, hein, qui a créé ces gens-là, c'est le Qatar, l'Arabie saoudite, c'est eux qui ont créé le golem qui se retourne maintenant contre eux. Eh bien, eux sont leur micro-prophète en quelque sorte, Abdel Wahhab, c'est 18e siècle. Vous m'accorderez, chère madame, que à toutes ces époques, les États-Unis étaient peu présents au Proche-Orient. Vous m'accorderez, chère madame, que le conflit israélo-palestinien n'en était même pas à ses débuts. Voilà, non, vous voyez, je vous dis un peu de manière ironique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on fait systématiquement l'impasse là-dessus. La guerre 2003, ratée, épouvantable, meurtrière, a été un révélateur. Ça a été un agent, un produit épouvantable, mais révélateur en réalité d'une situation qui couvait depuis extrêmement longtemps. Monsieur. Oui. Ah, pardon. On va peut-être prendre les deux pour gagner un peu Honneur de aux temps. dames. Je vais essayer de faire assez rapide. Déjà, merci pour votre exposé. Outre le printemps arabe, j'aimerais savoir, avec les chutes du cours du pétrole qui est assez important pour le Moyen-Orient, qui ont l'air d'être pérennes vu les nouvelles découvertes de pétrole. Est-ce que ces chutes qui permettent à des dynasties sunnites en Arabie Saoudite, au Qatar, etc., de maintenir leur population sous la main, est-ce que cette chute va permettre également à ces pays d'avoir une nouvelle reconfiguration territoriale? Est-ce qu'on va assister à, je sais pas, à plus généralement un Baloutchistan libre, etc., etc. C'est un peu confus, désolé. Oui, juste un questionnement, mais une remarque. Hein. Simplement, lorsqu'on parle des frontières, on parle des populations. Lorsque je reviens un peu à la Première Guerre mondiale, l'Égypte, elle comptait environ 11 millions de personnes. Aujourd'hui, elle s'approche de 100 millions de personnes. L'Algérie, à son indépendance, elle était de 10 millions de personnes. Aujourd'hui, il frôle les 40 millions. Donc, lorsqu'on prend des populations qui sont à l'intérieur de ce monde arabe, qui ont une homogénéité, si j'ose dire, et qui se disent à quoi ça sert ces frontières. Et ils pensent que ces frontières, ils nous ramènent à Saxe et Picot, ils nous ramènent à la chute de l'Empire ottoman et la formation de ces poches. Vous avez le Maroc, l'Algérie et la Tunisie francophones, on va dire. Après, on va trouver italien, après on va trouver anglais. Et ces populations, ils sont conditionnés
par leur, si vous voulez, colonisateur, et ils restent toujours dans la continuité. Dans la continuité, si vous voulez, de la mondialisation d'aujourd'hui. Sachant bien que ces pays-là, ils ont des richesses fossiles. S'il vous plaît, énormes. monsieur, est-ce que vous pouvez raccourcir votre intervention parce que Voilà. le temps presse. Simplement, c'est de ramener le fait que, au jour d'aujourd'hui, cette population, on a, comment dirais-je, les frontières qui sont faites par les Occidentaux, mais la population elle est homogène, et avec la mondialisation et les télévisions qui envoient des discours d'unité, si j'ose dire, mais d'unité plutôt islamiste anglo-saxon. Voilà, je ne sais pas si je suis assez compréhensif là-dessus. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, d'un point, et puis je réponds au monsieur notamment sur les énergies, sur le pétrole, ne serait-ce qu'un point, sur le plan démographique, on assiste aussi à un vrai renversement. Correspond-il au début du printemps arabe, quelque part, je le crois. Voilà des jeunes gens en 2010, 2011, 2012, et notamment, extraordinaire phénomène, énormément de jeunes femmes et des femmes qui s'affirment arabes et qui s'affirment musulmanes, mais qui ne souhaitent pas vivre dans un cadre d'une société qu'elle qualifie elle-même, j'en ai entendu beaucoup, je peux vous dire, machiste et patriarcale à incandescence. Nous avons une chute du taux de fécondité dans le monde arabe, pour faire très court, quoi. D'ailleurs, ça va jusqu'à l'Iran et quelques autres pays, mais dans le monde arabe. Aujourd'hui, Maroc, Tunisie, alors c'est pas vrai encore pour l'Égypte, qui en a encore, je crois, quelque chose comme 4, taux de fécondité 4 enfants par femme dans sa vie, mais Maroc, Tunisie, c'est 2 aujourd'hui. France, c'est 2, États-Unis 2, Irlande 2, enfin, il n'y a pas de, vous voyez. Donc, il y a une vraie révolution à ce niveau-là, une transition démographique, comme on le dit plus tôt, qui, à mon avis, est à la fois, et peut-être cause, ou l'une des causes également, de ce printemps arabe, et qui devrait permettre d'apaiser peut-être la pression, ou de soulager la pression démographique pour un certain nombre de régimes. Parce que vous avez raison, il y a eu une augmentation exponentielle dans le monde arabe, dans l'Afrique des Grands Lacs, dans d'autres régions du monde aussi, mais surtout dans le monde arabe, et effectivement, ça a été extrêmement difficile de suivre sur le plan économique et social. Le pétrole, écoutez, aujourd'hui, vous ajoutez, j'allais dire de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire qu'un peu pessimiste, en tout cas en termes de monde arabe, parce que au fond, la Ligue des États arabes et peut-être le monde arabe au sens géopolitique du terme a connu son heure de gloire dans les années 70 et début 80. Pourquoi ? Le pétrole, l'OPEP. Et là, avec le contre-choc pétrolier, d'abord des années 80, et puis aujourd'hui avec un contre-choc pétrolier très sévère, on a effectivement une très grande difficulté, et j'en termine, à imaginer qu'un pays comme l'Égypte, qui vend un petit peu de pétrole, pas beaucoup, mais un petit peu au moins quand même, la Libye demain qui en vend un peu plus, puisse s'en sortir. Qui bénéficie de ça? Alors les Occidentaux vont en bénéficier parce que notre couverture énergétique, elle est un peu plus sympathique. Les gaz de schiste américains et canadiens, bien sûr. Qui bénéficie de ça? L'Arabie saoudite, qui a pesé et qui continue de peser dans la décision de maintenir très bas et sans doute effectivement de manière pérenne les cours du brut pour affaiblir ses propres voisins et notamment l'Iran, mais au détriment de la possibilité donc d'obtenir davantage de revenus de la part de régimes qui doivent nourrir des populations extrêmement importantes. Je voudrais vraiment, je suis très content de pouvoir conclure là-dessus. Aujourd'hui, une grande partie, je pèse mes mots, une partie importante des misères qui ont pesé, qui pèsent sur le monde arabe et au-delà, sur le monde musulman et peut-être encore au-delà jusqu'à nos banlieues, est issue de la politique de l'Arabie saoudite et du Qatar depuis des décennies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé pour toutes les personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions, faire leurs commentaires, mais je pense que vous n'êtes pas là très longtemps en plus, ça va être compliqué de vous poser des questions. Je vais laisser la place pour la conférence suivante. Merci encore, merci Frédéric.